Salut, bienvenue à ce deuxième cours. Donc, j'espère que vous avez écouté le premier vidéo, évidemment. Si ce n'est pas fait, je vous oblige, ce n'est pas un choix, à aller l'écouter. Il le faut. Vous avez la chance de pouvoir l'écouter quand vous voulez dans votre semaine, mais il faut le faire. Donc, c'est pas plus long que ça. Si je rappelle encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir. Et j'en profite aussi parce que nous sommes à la semaine 2, donc pour vous rappeler que c'est le temps de m'envoyer par le MIO, donc votre sujet pour le travail 1, donc l'oral et le travail 1. Je veux que vous m'envoyiez ça par MIO aujourd'hui, s'il vous plaît, parce que il faut que le travail commence. C'est pour ça que je vous le demande si tôt. Donc, sans plus tarder, on va entamer notre thématique 2. Donc, la semaine passée, hein, on réactivait les cervelles. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Je vais vraiment me pencher là, sur le cas français spécifiquement aujourd'hui. On ira voyager un petit peu ailleurs là, dans les prochaines semaines par la suite, question de ne pas être toujours focusé sur le même pays. Donc, ce deuxième cours, il commence avec un personnage important, hein, parce qu'on a des personnages clés comme ça. C'est un homme qui n'a pas été beaucoup retenu par l'ensemble de la population, mais donc M. Louis-René Villermé, qui a fait des bonnes avancées au niveau social à l'époque en France. Je vous mets sa date de naissance, sa date de mort, donc 82 à 63, un bon 80 ans à peu près. Donc c'est pas mal pour l'époque et évidemment, vous le voyez à son habit, hein, c'est quelqu'un qui fait partie des classes aisées, ce n'est pas un ouvrier lui-même. Je vous demande pas du tout de retenir ces dates-là, hein, j'ai déjà fait la précision. C'est pas une question de par cœur comme ça c'est pas des choses nécessaires à se souvenir. Ce qui est intéressant de préciser avec M. Villermé, c'est que c'est un enfant qui est hors mariage. Qu'est-ce que ça change pour nous, pour vous et moi aujourd'hui? Absolument rien. Mais à l'époque, ça change quelque chose dans la société, c'est-à-dire que seulement les enfants légitimes, donc vous connaissez probablement aujourd'hui avec les familles reconstituées, c'est un petit peu moins vrai, là, mais principe de d'enfants légitimes et illégitimes, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans une société catholique, on se mariait et on se mariait à vie. Le divorce était à peu près pas accepté, sauf en situation où la femme, parce que c'était obligé d'être la faute de la femme à l'époque, d'infécondité, donc l'homme ne pouvait pas avoir ce genre de problème-là. Là, l'homme avait le droit de demander une révocation du mariage et se remarier. Euh, mais sinon, le mariage, c'était à vie dans ces sociétés-là, que ça aille bien ou que ça aille mal. Dans la réalité quotidienne, c'était pas forcément vrai, mais c'était quand même comme ça pour la majorité des gens. Et ça avait comme conséquence qu'on avait des enfants légitimes, donc les enfants qu'on avait dans notre mariage avec notre femme et avec notre mari officiel, reconnu par l'Église, mais aussi parce que les humains sont ce qu'ils sont de tout temps, il y avait des enfants illégitimes, c'est-à-dire que monsieur allait se promener, allait butiner ailleurs pour utiliser des termes cute pour quelque chose qui ne l'est pas tant que ça, et il avait un enfant, parce que la contraception n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, il avait un enfant avec quelqu'un qui n'était pas sa femme légalement, et donc ça devenait un enfant illégitime, et c'est le cas de monsieur Villermé dans parce que sa mère n'était pas la femme de son père à l'époque. Ils vont finir par se marier après. C'est quasiment cute comme histoire de romance. Mais à l'époque où lui est né, il est reconnu comme étant un enfant illégitime. Donc ça lui ferme des portes. Qu'est-ce que ça fait concrètement dans le quotidien, là? Il ne pouvait pas aller étudier parce que quand tu es dans des familles vraiment riches, de la haute bourgeoisie, de la haute aristocratie, il y a des écoles donc je sais, médecine, ingénierie et ainsi de suite, des hautes écoles vraiment très 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 sélectives dans leur type d'élèves, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables de payer des frais annuels absolument incroyables. C'est une façon de gérer ta population qui fréquente ton école. Et lui, les portes a été barrées parce qu'il fallait être un enfant légitime. Donc, c'est le premier mâle, je m'excuse, mais c'est les termes qu'ils utilisaient à l'époque, là, mais le premier enfant mâle, donc le premier garçon, allait hériter généralement de toute la fortune du père. Encore une fois, il y a des variantes dans la réalité, là, il y a des pères qui divisaient entre leurs enfants.
mais la majorité, la règle générale de la société, c'était ça. Donc, Villermé est un enfant hors mariage, mais il est quand même baptisé pareil. Il veut être médecin comme son grand-père, mais il n'aura pas la chance d'aller à l'université. Pourquoi? Parce qu'il est à une époque, dans sa jeunesse, c'est l'époque des guerres napoléoniennes. Je fais une petite remise en contexte, hein, parce que ça peut être loin dans votre mémoire, puis comme je l'ai dit, on n'est pas tous fans d'histoire, puis même les fans d'histoire, des fois, on s'y perd parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, la France, on est en France. La France, la Révolution française, 1789 à 1793. Hein, il faut faire attention. La Révolution française, c'est pas une date précise. Ça s'est étiré pendant quelques années parce que c'est une révolution populaire, c'est un soulèvement populaire. Et il va y avoir la première République. Donc la République, je ne vous l'explique pas, vous savez c'est quoi, on vit dans ce genre de système politique-là. Et finalement, ça va pas marcher, cette première République-là. Et Napoléon Bonaparte, pour être précis, le premier Napoléon, il y en aura trois, va prendre le pouvoir, ça va devenir tout simplement une dictature. Il ne va pas utiliser ces mots-là. En fait, Napoléon a des idées absolument de grandeur phénoménale. C'est un mégalomane absolument incroyable. Il veut conquérir l'Europe au grand complet, il veut même conquérir la Russie. Lui, il veut recréer un empire comme il y a eu depuis l'Empire romain, par exemple, mais évidemment avec la France à la tête, et lui comme empereur. Donc il va se sacrer lui-même empereur. Quand je dis il va se sacrer lui-même empereur, il va déposer lui-même la couronne sur sa tête en disant « Je suis l'empereur des Français et du royaume que nous allons conquérir ». Et donc, à partir de là, il part en guerre contre l'Europe, il va se battre en Allemagne, il va se battre un petit peu partout, en Autriche, Hongrie, et ainsi de suite. Il va se rendre jusqu'en Russie, et en fait, c'est la campagne en 1812 de Russie qui va se solder par un échec, à cause de l'hiver principalement. Les soldats ne sont pas équipés pour faire face à l'hiver. Et il va chuter comme ça, en fait, parce que la population ne le soutiendra plus. Il va être envoyé en exil et ainsi de suite. Mais Villermé, lui, dans sa jeunesse, je reviens à mon Villermé, dans sa jeunesse, donc il est autour de entre 15 et 20 ans à ce moment-là. Il est vraiment à l'âge où normalement on irait faire des études supérieures. Hein, normalement, rendu là, quand on a la chance de pouvoir le faire, on s'en va vers ces options-là. Et lui, en fait, la seule option qui lui est proposée, c'est de rentrer dans l'armée napoléonienne. Et là, on lui dit, ben oui, tu vas pouvoir faire tes études de médecine, mais pas dans une école de médecine. Tu vas pouvoir faire tes études de médecine sur le terrain, pendant la guerre, tout simplement. Puis lui, il n'y a pas vraiment d'autre choix, donc il l'accepte. Je vous présente un petit extrait de ces guerres napoléoniennes-là. J'ai remarqué en faisant le montage, je fais la parenthèse avant de partir l'extrait, j'ai remarqué pendant le montage la semaine passée que ça lag beaucoup. J'imagine que c'est parce que j'enregistre mon écran pendant que je fais jouer l'extrait vidéo puis que je filme en même temps. Donc ça doit être ça le problème. Je vais vous montrer un petit extrait quand même pour vous le montrer. Sinon, autre option que je vous propose en fait, mais ça c'est à votre discrétion, je n'ai pas le contrôle sur vous, je ne le souhaite pas non plus. Fin de la parenthèse. Vous allez dans les commentaires du vidéo YouTube, vous cliquez sur le lien du prédit. Le prédit s'ouvre dans une nouvelle fenêtre et vous, avec vos flèches, vous faites suivante et vous pouvez cliquer directement sur le vidéo si vous voulez voir le vidéo. Ça, c'est une reconstitution, là, donc il y a des gens qui se spécialisent, il y en a que c'est leur job, hein, faire des reconstitutions de batailles historiques pour commémorer des événements clés dans l'histoire. Ça, c'est une de ces reconstitutions-là, donc en Autriche-Hongrie qui a été fait. Je veux juste vous montrer un petit extrait là, pour vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler le champ de bataille à ce moment-là, pendant les guerres napoléoniennes en Europe. Donc on est au début des années 1800, là, entre 1800 et 1810.
Donc c'est pas plus long que ça, je veux pas que ça bug trop non plus pendant le montage. C'est juste pour vous donner une idée, hein, c'est pas notre guerre moderne, c'est vraiment là, on tire une balle, ça fait énormément de fumée, à un moment donné, les champs de bataille, on n'y voit plus rien. On a plein de récits où les deux corps de la même armée se tirent dessus parce qu'ils ne voient pas sur qui ils tirent. C'est un grave problème quand tu fais la guerre. Et aussi, là, recharger, donc on met de la poudre, on prend la petite baguette pour tasser la poudre dans le fond du fusil, on met la balle, on retape pour être sûr que tout est bien placé, là, on allume la mèche. C'est vraiment très long et c'est vraiment fastidieux comme façon de faire la guerre. Et malheureusement, c'est pas des armes qui sont précises aussi. Donc aujourd'hui, je fais une généralité encore, là, mais quand tu te fais tirer dessus par un fusil semi-automatique, il y a des bonnes chances que tu meurs assez rapidement. À l'époque, il y avait beaucoup plus de blessés de différentes sortes qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'était des guerres qui étaient vraiment atroces. Il n'y a pas de belles guerres, là, je ne dirais jamais ça. Mais c'est des guerres qui sont vraiment qui font beaucoup de blessés pour le nombre de soldats qui sont présents. Donc, ça va amener Louis Villermé à faire ses études rapidement parce qu'il y a beaucoup de pratiques au quotidien sur ces champs de bataille-là. Et il va devenir donc chirurgien aide-état-major. Je ne suis pas spécialiste des grades en armée, mais état-major, c'est quand même ceux qui dirigent sur le champ de bataille, là. Donc, c'est aide-état-major, aide-major, excusez-moi. C'est quand même un grade assez intéressant à avoir. Cependant, il va décider donc de quitter l'armée parce qu'il a fait le temps qu'il était obligé de faire. Et aussi parce que, donc je vous l'ai dit, après 1812, l'armée, là, ça va vraiment plus très bien, après la défaite en Russie. Et en 1815, donc, il va décider de repartir à une vie civile. Il va décider de compléter, là, encore une fois, comme je vous disais, il a fait ses preuves sur le champ de bataille dans l'armée, mais il n'a pas fait d'études dans un collège de médecine. Donc, il va décider en 1815, excusez-moi, de faire son doctorat. C'est vraiment un docteur, ça a fait un doctorat. On peut être docteur en médecine, on peut être docteur en plein d'affaires, on peut être docteur en histoire, en psychologie, en plein d'affaires. Lui, il va faire son doctorat en médecine, donc mais les docteurs, les médecins se sont appropriés ce titre-là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une source de ça. Mais peu importe, donc il va faire ça à partir de son expérience sur le champ de bataille. Il va faire un doctorat, tiens, parenthèse, pour ça que ça peut intéresser. C'est des périodes, généralement, de cégep où on se pose des questions. Comment ça fonctionne les SIG-Sup, parce que je ne sais pas si on prend le temps de vous l'expliquer. Vous vous inscrivez à l'université pour l'année prochaine. Première étape, c'est un baccalauréat. Généralement, un bac, c'est en 3 ans. Si vous le faites à temps plein puis vous le faites sans échouer de cours, c'est 3 ans. Vous avez des sessions d'été aussi si vous échouez des cours et vous ne voulez pas rallonger le cursus. Après ça, vous avez ce qu'on appelle les SIG-Sup, vraiment là, les SIG-Sup de l'université. C'est la maîtrise. La maîtrise, c'est 2 ans. 1 an de cours généralement et 1 an de rédaction. Il faut écrire un mémoire de maîtrise. Cela, ça dépend de votre branche professorale. En histoire, il fallait que j'écrive c'était 150 pages, 200 pages dans ce coin-là, peu importe. Donc, il faut écrire un mémoire, c'est quand même assez long. Et l'autre étape d'après, c'est un doctorat. Un doctorat, généralement, c'est 4 à 5 ans. Il y a à peu près personne qui le fait en ce temps-là parce que quand tu es rendu au doctorat, généralement tu travailles aussi comme recherche, à faire des recherches pour l'université. Tu es probablement aussi chargé de cours à l'université, donc c'est très rare le monde qui font leur doctorat à temps plein d'un coup, mais généralement c'est 4-5 ans. Et là, même principe, tu as 2 ans de cours et ensuite tu as 3 ans de rédaction. Et là, dépendamment encore une fois de vos branches, mais moi, si je me souviens bien, en histoire, c'était à peu près 500 pages qu'il fallait écrire. Là, c'est une thèse de doctorat. Donc, lui, il va écrire sa thèse de doctorat sur l'amputation du pied pendant les guerres napoléoniennes. Pourquoi ça? Parce que, en fait, là, je fais appel à vos connaissances militaires si vous en avez.
À l'époque, c'était des canons. C'est pas comme aujourd'hui où c'est des balles qui sont propulsées par des fusils ou des missiles propulsés à l'essence. C'est-à-dire que le canon, c'est la même chose que les fusils que vous avez vus tout à l'heure. On met de la poudre, Pirates des Caraïbes, référence louche, là, mais les batailles de bateaux dans Pirates des Caraïbes, c'est ça. Il faut mettre de la poudre, on met le boulet ou peu importe ce qu'on peut en métal pour le propulser. À l'époque, c'était des boulets sur les champs de bataille quand même. Et on allume la mèche, ça allume la poudre propulse en faisant l'explosion, propulse le boulet. Le problème, c'est qu'on n'a pas les canons à l'époque qu'on a aujourd'hui. Ben, le problème, c'est pas un problème, là. Le but c'est de tuer, fait que ça fait ce que ça a à faire. Là. Mais on vise très mal, puis ça n'a pas la puissance qu'on a aujourd'hui. Donc le boulet, généralement, va voler dans les airs, va atterrir dans les rangs de l'ennemi si on était capable de bien viser. Mais un boulet, c'est rond. Donc une fois que ça touche le sol, sauf si on est vraiment dans de la swamp ou dans un sol qui est très 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 humide, il va se tomber puis il va se rester là. Mais sinon, ça roule et c'est un gros problème. Pendant les guerres napoléoniennes, en fait, il y a des gens qui se faisaient faucher les avant-jambes parce qu'ils se faisaient ramasser par ces boulets-là qui roulaient. Ça roule très très vite, là, c'est propulsé par un canon. Donc, amputer les pieds, amputer les jambes et ainsi de suite. C'est pas la joie, mais c'est la guerre. La guerre, c'est pas la joie. Donc, Villermé va faire sa thèse là-dessus et il va être vraiment reconnu là, au niveau académique également comme docteur à part entière, comme s'il avait fait ses études au complet. Le bonhomme va par la suite abandonner la médecine, ce qui est ironique, et je ne sais pas si c'est parce qu'il est écœuré par les champs de bataille, mais il va vraiment se pencher en 1818 sur les inégalités sociales. Il faut dire que quelque peu de temps avant, il s'était marié. On pense, et là c'est vraiment sous toute réserve, mais on pense que sa nouvelle femme a eu de l'influence là-dessus parce que c'est quelque chose quand même, c'est pas facile la médecine. Moi, ma mère a fait ses études en médecine, puis elle a abandonné. Mais elle me racontait, parce que c'est pas facile de vivre avec faire des amputations, faire des chirurgies, faire des affaires dans le c'est très 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 difficile sur le moral, puis c'est des heures de fou. Mais elle me racontait que première année de médecine, ils appellent ça des bizutages, là, elle était en France, une des initiations qu'ils faisaient aux premières années des étudiants en médecine, elle est arrivée, en fait, elle est partie un soir de ses cours, et dans sa poche de manteau, elle a trouvé un doigt, parce qu'ils avaient fait l'autopsie d'un cadavre cette journée-là, puis il y a des étudiants des autres années qui se trouvaient bien drôles, puis ils avaient mis un doigt dans sa poche de manteau. Je sais pas s'il y a des gens qui trouvent ça drôle, moi personnellement ça me fait pas triper, mais bref, c'est pas un milieu facile là, côtoyer des gens malades ou des gens blessés à longueur de journée. On pense que la femme de Villermé a eu un rôle à jouer ou il a juste été écœuré par son expérience dans l'armée. On n'a pas de précision exacte, mais la coïncidence est bizarre quand même entre les deux dates. Et donc, en 1918, il abandonne la médecine pour se consacrer vraiment à ces questions d'inégalité sociale-là. Et il va se pencher donc vraiment sur le lien entre la maladie, le taux de maladie et la mort. Là, je dis le lien entre la maladie et la mort. Quand on est malade, on meurt. Ouais, c'est logique. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, en fait, c'est il va commencer à s'intéresser dans Paris, parce qu'il vit à Paris, dans tel quartier riche. Bon, mais c'est quoi le taux de maladie qu'on rencontre en moyenne dans la population et le taux de mortalité? Oh, dans tel quartier qui est un quartier pauvre, c'est quoi le taux de maladie de la population? C'est quoi le taux de mortalité? Donc, c'est plus dans ce qu'on pourrait appeler de la sociologie d'une certaine façon. Il va vraiment s'intéresser donc au lien entre les différents types de populations, entre différentes classes sociales et le rapport que ces gens-là ont à la maladie et à la mort. Et il va commencer à sortir des premières études qui traduisent la réalité que les gens voyaient au quotidien, évidemment. Donc, il s'intéresse déjà rapidement à ça. Il est encore très jeune, là, il est dans sa vingtaine à ce moment-là. Pourquoi? C'est parce qu'on a des graves problèmes d'épidémie. Là, je ne ferai pas de joke avec le COVID. Il est quand même très rapidement impliqué pour régler ces problèmes d'épidémie-là. C'est-à-dire qu'en 1829, il va être l'un des fondateurs de l'hygiène publique à Paris. Et en 1831, 2 ans après, donc, il va être un des premiers membres à être sur le Conseil d'hygiène publique et de salubrité. Donc, 1831, je mentionne la date, c'est pas pour que vous vous en souveniez précisément, juste vous rappeler qu'on est à peu près à la moitié du 19e siècle.
Mais c'est pour vous dire que 1831, c'est un petit peu moins de 200 ans en arrière, là, à 10 ans près, là, c'est 200 ans dans l'histoire de l'humanité. Avant ça, il n'y avait jamais eu de gens qui s'étaient intéressés à la santé publique, à la santé des groupes, à la santé de la population en général. Donc, c'est vraiment quelque chose de très nouveau dans notre société. Le cours s'appelle Mouvement contemporain, hein, socio-contemporain. On est vraiment dans des choses qui sont très récentes dans notre histoire. Il faut en prendre conscience. C'est des acquis qu'on a nous, mais c'est des acquis qui sont très récents dans le temps, au niveau de nos sociétés en général. Donc, il fait partie de ce conseil-là. Et pourquoi? Ben, c'est vraiment cette épidémie de choléra que vous voyez ici illustrée par l'espèce de géant aveuglé avec un fouet machiavélique et la mort qui est dans son ombre en arrière. Le choléra, je ne rentre pas dans les détails de la maladie, mais c'est vraiment... c'est contagieux, là, c'est un petit peu le même principe que le COVID, là, c'est par l'air que ça se propage et c'est excessivement mortel et on n'a aucune idée à l'époque de comment le stopper. Vous voyez là, les gens qui essayent de le stopper en avant et les gens qui sont morts en arrière de son passage du géant qui illustre le choléra. Là, on n'a vraiment aucune idée de comment faire. Évidemment, à ça se rajoute une crise économique qui va faire en sorte que les gens sont encore plus prédisposés en parenthèse, à mourir de ces maladies-là. Pourquoi? Ben parce qu'on a des gens qui vivent, notre classe ouvrière qui est apparue, hein, que je vous ai présenté la semaine passée. On a des gens qui vivent dans des conditions de vie absolument effroyables. Donc, pour l'Académie des sciences morales, c'est vraiment l'Académie, c'est une école, c'est une partie d'une école. L'Académie des sciences morales va demander à Villermé, vraiment, là, on te donne un contrat, faire l'analyse de la situation dans Paris à ce niveau-là. Et Villermé va partir pour se pencher sur un des premiers sujets qui va vraiment toucher la sensibilité de tous, et c'est normal, c'est le travail des enfants. Donc en 1835, il est mandaté, il va aller faire des enquêtes. Il y a deux enquêteurs, donc Louis-François Bononston de Châteauneuf. Oui, je l'ai lu sur mes feuilles parce que je me souviens pas de ces noms-là par cœur. Des fois, on chiale de nos prénoms, de noms de famille. Il y en a que c'est pire. Donc, il y a Villermé et ce monsieur au nom interminable qui vont être engagés pour faire l'enquête. Et ils vont partir là, un peu partout en France, principalement dans le nord de la France parce que c'est plus industrialisé. Mais ils vont faire un tour un petit peu partout en France. Et pendant 2 ans, donc c'est pas une enquête qui va donner des résultats immédiats, mais pendant 2 ans, ils vont aller dans les usines, ils vont aller dans les industries, ils vont aller voir dans les mines aussi. Ils vont aller voir les conditions de travail des enfants spécifiquement. Villermé va, dans ses rapports, parler de la condition générale des ouvriers. Autant des hommes que des femmes, c'est des conditions atroces. Et les enfants, c'est encore pire parce qu'ils sont encore en développement, ils n'ont pas les forces et la résistance des adultes. Mais donc, il va faire le tour des industries du coton, de la laine et de la soie, ce qui va donc donner un écrit en long et en large sur les conditions de travail des ouvriers. Mais ce que Villermé va faire, et c'est là que ça devient intéressant, Villermé, c'est qu'il ne va pas seulement décrire les conditions de travail comme c'était son mandat, comme c'était sa job, il va aller dans les maisons, il va aller le soir dans les maisons avec les ouvriers, il va décrire les conditions de logement, il va décrire les conditions de salubrité, hein, pas accès à l'eau courante, pas accès à une baignoire, pas accès à rien. Donc, il va dire, oui, le travail est absolument abominable, mais ils sont en aussi piteux état parce qu'à l'extérieur du travail, la vie est aussi difficile qu'au travail. Donc, il va faire son travail très très bien. Il va parler du problème des salaires aussi par la même occasion en disant ça n'a pas d'allure, ce qui est tout à fait vrai par la même occasion. Ça va nous amener à la publication d'un tableau, donc le tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie. C'est long comme titre, mais c'est le titre du rapport qu'il va écrire. Donc, il va le publier en 1840. Et je vous l'ai dit, c'est pas pour rien. Hein, au début, vous avez vu comment il est habillé. Il fait partie de l'aristocratie. C'est pas les plus haut placés, mais c'est une famille aisée quand même. Et l'académie qui lui a commandé ce livre-là, ce sont tous des bourgeois, ce sont tous des gens aisés,
mais qui ont une conscience et qui vont décider, je vais commencer à introduire le terme, ce sont des socialistes, qui vont vouloir améliorer la société. Et cette parution-là, en 1840, va avoir des répercussions très rapides. Première répercussion, premier résultat, la loi sur le travail des enfants, un an après, regardez, 1841. Donc, c'est limite à l'âge de 8 ans. On n'a pas le droit d'engager des enfants de moins de 8 ans. Ce que ça veut dire, malheureusement, par la bande, vous le comprenez, ça veut dire que c'était fréquent, qu'il y avait des enfants de moins de 8 ans qui étaient engagés. J'avais une photo, je ne l'ai pas mis dans le prédit parce que je l'utilise dans un autre cours, je ne veux pas être redondant, mais j'ai une photo d'un petit bonhomme, là, il doit avoir 5-6 ans. Je vous le mettrai peut-être là, si vous me le demandez. C'est un petit bonhomme là, tout petit. Il a un chapeau de mineur avec la bougie en avant, parce qu'il n'y avait pas d'ampoule. La bougie, il a son pic, le pic de mineur qui est aussi grand. Si vous savez pas c'est quoi un pic, c'est un manche en bois avec deux bouts de métal qui sert à casser la roche puis à sortir le charbon. Le pic est aussi grand que le petit bonhomme sur la photo et il a une pipe à la bouche, puis je vous niaise pas, c'est pas du make-up Photoshop, là, c'est vraiment ça. Les enfants en très 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 bas âge, on a besoin d'un salaire, on a besoin de quoi pour te nourrir, vas-y. Si tu te mets à travailler dans une mine, puis si tu te mets à fumer la pipe à l'âge de 5-6 ans, ton espérance de vie, on s'entend qu'elle ne dépasse pas, je ne me mettrai pas de chiffre, parce que j'en sais rien, là, mais il n'a pas dû vivre vieux le bonhomme, là, ça c'est certain. Là. Donc ça c'est une belle progression, mais en même temps c'est quand même atroce. L'âge minimum pour travailler c'est 8 ans. Mais ça veut dire qu'à partir de 8 ans, il y a quand même des gens qui travaillent. C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un petit pas quand même. C'est assez incroyable. Surtout donc que c'est restreint aux entreprises de plus de 20 salariés, de plus de 20 employés. Des salariés, c'est des employés. Ça va prendre 10 ans. En 1851 pour que ça passe à l'âge de 10 ans. Il va falloir attendre 1874 pour que ça monte jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, c'est assez incroyable. Et par la même occasion, il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce qu'il y a une loi que ça veut dire que c'est respecté. Les livres et Villermé lui-même va continuer à voyager et à checker. Et il va le dire, c'est pas appliqué partout. Mais au moins, il y a une législation qui est supposée protéger les enfants. Deuxième conséquence intéressante de ce rapport-là, de ce tableau-là, c'est la première loi d'urbanisation. Donc, ça interdit les logements insalubres. Ça, c'est le beau terme en 1850. C'est quoi insalubre? C'est invivable. Donc, il y avait des propriétaires sans scrupules, il y en a toujours. Les murs sont moisis, il y a des trous dans le plancher, il fait froid, il n'y a pas de fenêtres il n'y a pas de vitres dans les fenêtres, dans les cadrages. C'était ça, là, il louait ça aux travailleurs, aux ouvriers, aux travailleurs d'usine, à des sommes qui étaient... C'était des scènes. Là. Pour nous, aujourd'hui, on dit ça vaut rien, c'est des scènes, mais à l'époque, ils étaient payés en moyenne 20 cents par jour de travail. Fait que s'il faut que tu payes 80-90 cents ton appartement pour la semaine, ben ça fait quand même une bonne partie de ton salaire qui est parti pareil. Là. Donc, proportionnellement, c'est quand même des sommes qui étaient significatives. Et c'est vraiment, on se dit, si on veut améliorer la qualité de vie des travailleurs, il faut aussi les obliger les propriétaires à faire en sorte qu'ils vivent dans des conditions de vie qui sont décentes, qui sont correctes pour des êtres humains. Ce serait bien qu'on prolonge ça aux autres espèces sur la planète Terre, mais ça, c'est un autre débat. Donc, deux premières conséquences intéressantes. Ça va instaurer aussi le principe de la santé publique et de la santé du travail. Donc, dans les vieux jours, Villermé va travailler beaucoup là-dessus. Le fait d'améliorer les conditions de travail, d'avoir un travail qui est organisé pour pas que ça blesse ou pour pas que ça rende malade les employés. Et aussi, ça va être son dernier cheval de bataille pendant ces vieux jours. Il va essayer de faire en sorte qu'il y ait la présence d'une infirmière ou de médecin dans les usines pour répondre aux besoins immédiats. Imaginez, je reprends mon exemple de la semaine passée, là, les bobines de fil qui passent dans les métiers à tisser. Un enfant qui va là pour le dépoigner, se fait couper un doigt, se fait couper une main, ben, il mourrait au bout de son sang parce que le temps qu'on l'emmène jusqu'à l'hôpital, s'il y avait un hôpital, ça arrivait fréquemment, excusez-moi. Mais
Villermé va vraiment se battre pour qu'il y ait au moins un local avec une infirmerie dans les usines. Et c'est quelque chose qui va être mis en place progressivement, une fois de plus, mais c'est quelque chose qui va être mis en place. Donc, Villermé, quand même, c'est indéniable. Un pilier là, pour le changement de mentalité face au travail en France. Il ne faut pas croire qu'il est tout seul. Hein. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui vont pousser dans le même sens. Ce n'est pas un homme dans la société complète qui va faire cette différence-là. Il va faire son bout de chemin, puis oui, il va faire une différence. Mais on a les syndicats, on a les ouvriers eux-mêmes, on a des écrivains hein, comme Émile Zola, qui va, je vous l'ai présenté la semaine passée, qui vont faire du pouce dans le même sens. Donc c'est un vent de changement qui est dans l'air du temps, mais Villermé est quand même indéniable. Et pourquoi il est encore connu de nos jours aussi, Villermé? Des fois, il y a des gens qui font des choses bien comme ça, puis ils tombent dans l'oubli. Eh bien, c'est parce que tous ces écrits qu'il a fait aussi détaillés sur la maison close à Paris, sur le choléra, sur les affaires de même, ça fait en sorte, en fait, qu'on a les premiers livres, les premiers tableaux statistiques par quartier aussi, l'espérance de vie, les maladies et tout ça. On a des premiers tableaux statistiques sur la population parisienne à cette époque-là, ce qui n'avait jamais été fait avant. Il y avait des recensements, la population du pays, la population d'une ville, mais des tableaux précis de certaines situations comme ça, on n'en avait pas jusqu'à maintenant. Donc, il est un petit peu considéré comme le père de la sociologie, de la statistique. On lui donne beaucoup de crédit, mais c'est surtout en France parce qu'il y a d'autres acteurs ailleurs qui vont faire la même chose dans d'autres sociétés. Donc, si ça vous intéresse aussi, je vous ai mis là, regardez à droite, donc Germinal, ça c'est l'adaptation du film à partir du livre d'Émile Zola. J'aurais voulu vous en montrer des extraits. Encore une fois, je redoute les problèmes de censure de YouTube, donc je le fais pas, mais ça fait partie des films. Si ça vous tente de vous instruire de façon plus légère, vous y avez probablement accès en streaming à quelque part. Et je vous ai mis, oui c'est ça que je voulais en venir, le lien, le WikiWand, je vous ai dit, Wikipédia, c'est pas une source scientifique, mais vous allez y aller aussi. Donc, il y a des côtés positifs, ça c'est certain, à Wikipédia. C'est une liste de tout simplement donc de l'évolution en France du travail des enfants, là, vraiment plus détaillé. Moi, je vous ai lancé les grandes lignes, là, mais on pourrait faire un cours juste sur le travail des enfants, ce serait possible. Donc, si vous voulez un échéancier, un historique un petit peu plus précis, c'est tout répertorié de façon chronologique. Là. Donc, juste à cliquer sur l'hyperlien dans le prédit et vous y aurez accès tout simplement. Villermé apparaît dans un contexte particulier, donc dans le contexte de la monarchie de Juillet en France. Je vous l'ai dit, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul à pousser dans ce sens-là. On a Émile Zola en littérature, on a les ouvriers, on a les syndicats. J'y arrive tout à l'heure aux syndicats. C'est vraiment un air de changement qui est présent à l'époque. On va en reparler quand on va parler du socialisme, du communisme et de l'anarchisme. C'est indéniable. Ça se fait dans un contexte particulier, la monarchie de Juillet. Donc, vu que je vous parle cette semaine du cas français, je trouvais ça important, un petit peu comme je vous demande hein, dans vos oraux et dans vos travaux 1 et 2, de me placer un contexte historique. Ben, je reprends un petit peu ici le même. C'est même pas conscient, je viens d'en prendre conscience là en vous le disant. Donc, je vous présente mon personnage, la société, le travail des enfants, le travail ouvrier. Ensuite, je vous fais le contexte historique de la monarchie de Juillet dans laquelle cette situation évolue. Et ensuite, je fais mon développement avec vraiment l'histoire des syndicats français. Donc, c'est vraiment la structure des oraux et la structure des travaux 1 et 2, des travaux 1 et 2 que je vous demande. Donc, voilà pour la structure, si ça peut vous aider par la même occasion. La monarchie de Juillet, elle s'installe quand, en fait? Elle s'installe dans un contexte de crise, comme d'habitude. Au début des années 1830, on a le roi Charles X, qui est un roi absolument mégalomane. Oui, il y a des rois qui ne sont pas mégalomanes, mais ils sont plutôt rares. Charles X, en fait, voit des visées sur l'Algérie. Je fais juste le mentionner aujourd'hui parce qu'on a le cours de colonisation, décolonisation. Je vais parler du cas de l'Algérie, donc je reviendrai plus en détail de pourquoi il s'en va là à ce moment-là, Charles X. Et l'armée française, parce que c'est pas lui tout seul. Mais là, j'en parle pas plus que ça, mais on a quand même donc une situation où l'armée est vraiment occupée à s'en aller à l'extérieur du pays. Donc à l'intérieur, ça fait quand même une différence. Il y a moins de militaires pour protéger le pouvoir en place.
et il y a moins de militaires en place pour protéger le roi, et il va faire des erreurs stratégiques, des erreurs politiques pendant qu'il y a moins de monde pour le protéger, parce que son armée est partie en Algérie. Je trouve ça important de le mentionner. Donc, ceux qui ne sont pas partis en Algérie sont encore en place, mais on a une grande agitation au niveau de la population parce que ça va pas bien. En fait, la régence de Charles X n'est pas appréciée par la population, par les ministres non plus, parce qu'on est rendu dans une monarchie parlementaire. Et on a aussi beaucoup de journalistes qui commencent à dire leur façon de penser dans les journaux ouvertement. Et ça pose problème au roi à ce moment-là. Donc, on est dans une mouvance vers le libéralisme économique, justement. Et Charles X va prendre la décision de faire les ordonnances de Saint-Cloud. C'est ce que je vous présente ici. Donc, les ordonnances de Saint-Cloud, là je dis Cloud en anglophone, mais on est en France, fait que je n'essaierai même pas de le prononcer à la française. Je vous laisse aller dans votre tête. Ce qui va se passer, en fait, c'est que il y a un moment d'instabilité au niveau des députés, au niveau de la Chambre des députés. Et il va prendre ce moment-là, en fait, pour faire une annonce officielle. Je vais refaire la Chambre d'Assemblée. Je vous dis la Chambre d'Assemblée parce que je fais référence au Canada, là. Mais le cabinet des ministres, devrais-je dire, en France. Donc, on flush tout et on recommence à zéro. Mais comme par hasard, c'est dans un timing où il essaye de favoriser les royalistes. Les royalistes, royalistes, sont en faveur du roi, contrairement aux autres ministres qui sont en faveur de la République ou du parlementarisme. Ils ne sont pas obligés d'être républicains. Ils peuvent juste vouloir un roi qui accepte d'avoir des députés libéraux qui donnent leur opinion. Mais Charles, comme je vous ai dit, était mégalomane, Charles X, et il veut tout contrôler tout seul. Il dit, moi, j'en ai rien à faire des autres. Donc, il va faire semblant de garder le cabinet des ministres, mais il va nommer des gens là, des pantins, en fait, des gens qui sont en sa faveur. C'est ça le but. Donc, il va il va publier ses ordonnances de Saint-Cloud pour faire ça dans les meilleures conditions pour lui, évidemment. Donc, suspend la liberté de presse, parce qu'il ne veut pas que pendant qu'il fait ça, les gens lui disent qu'il abuse de ses pouvoirs, dissout la Chambre des députés, et il dit que le calcul du sens électoral va être revu. C'est quoi le sens électoral, là? Vous saurez de mes questions, on n'est pas en classe. Le sens électoral, en fait, chacun d'entre vous qui avez 18 ans, vous avez le droit d'aller voter. Donc, élection provinciale, élection fédérale, vous présentez avec un permis, une carte d'assurance maladie, une carte d'assurance sociale, quelque chose qui prouve votre identité, et vous avez le droit de voter tout simplement. À l'époque, le sens, c'était pas la même chose, c'est-à-dire qu'il fallait payer. C'est aussi simple que ça. Il fallait payer pour être présent sur les listes, et on regroupait, donc on va prendre, mettons, Paris, on va le séparer en quartiers, on va prendre la France, on va le séparer en départements, puis on va dire, bon, ben, tout le monde qui habite dans ce département-là vote, puis ça donne un député, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces régions-là, c'est ce qui fait aussi partie du sens, vont être redécoupées par Charles X et ses conseillers. Mais dans quel but, en fait? Ils vont prendre un endroit où les libéraux, les gens qui sont pour le capitalisme et la liberté politique et économique, il y a un endroit où ils sont forts, ben ils vont prendre un endroit à côté où les royalistes sont forts et ils vont les merger en bon québécois, ils vont les assembler dans la même circonscription. Là, j'utilise des termes modernes, mais vous comprenez le principe, c'est ça qui compte. Le but, c'est tout simplement d'écarter les libéraux pour pas qu'ils soient élus, pour pas qu'ils soient amenés à la Chambre des ministres et en fait, tout simplement faire une espèce de simili-démocratie, mais en mettant des gens qui sont favorables à ces politiques en place. Donc, c'est un coup de son point de vue qui est intelligent. Le problème, c'est que ça va amener une très forte réaction de l'autre bord, c'est-à-dire que les gens vont aller, vous le voyez sur l'image, hein, parce que les révolutions françaises ont vraiment beaucoup de répercussions dans la BD, le film et compagnie en France. Donc, ça va être les barricades. C'est quoi les barricades? Ben, on prend tout ce qu'on trouve et on monte un mur de fortune et on prend les armes parce que la plupart des citoyens à l'époque avaient des armes parce qu'ils faisaient partie de la milice. Et on va affronter les forces armées. Cependant, je vous l'ai dit, hein, il y a une bonne partie des forces armées qui sont parties
en Afrique du Nord, en Algérie. Donc, c'est pas la même quantité de soldats qui leur fait face. Les insurgés, hein, je vais les appeler les insurgés parce qu'ils s'insurgent contre le pouvoir royal. C'est eux qui vont gagner les batailles, en fait, en 3 jours ou à peu près. Et ils vont appeler ça, donc l'histoire française a appelé ça les Trois Glorieuses, ces 3 journées. Et pourquoi glorieuses? Ben, c'est parce qu'ils vont réussir à renverser le roi, à renverser Charles X et à mettre un roi théoriquement plus de leur bord au pouvoir. J'y reviens dans quelques instants à ça. Donc, les Trois Glorieuses, le 27, 28, 29 juillet 1930, c'est aussi appelé donc la Révolution de juillet. Malgré donc l'interdiction, la liberté de presse, on a le National, le Temps, le Globe, le Journal du Commerce qui sont vraiment qui vont publier plein d'articles. Je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'il y a une loi qu'elle est respectée. Les journalistes, qui sont souvent des petits bourgeois ou des bourgeois de bonne envergure, vont dire, même si si c'est interdit la liberté de presse, on va publier, on va dire que c'est pas correct ce qui fait le roi. Et en fait, comment ça va déclencher le soulèvement populaire, c'est que le chef de police de Paris va être envoyé pour prendre les presses, l'imprimante. En termes d'aujourd'hui, ils vont aller dans un journal, puis ils vont vider le stock en disant, vous avez publié, on vous arrête, on prend tout votre stock, vous en allez en prison. Et là, ben, en fait, la population va dire, OK, c'est pour vrai qu'ils font ça. Et là, ils vont se mettre à attaquer les gendarmes. Là, les rapports de police vont dire on s'est battu pendant 3 jours, l'armée, le peu d'armées qui étaient là sont venus en renfort, on a fait ce qu'on peut pendant 3 jours, on essayait principalement de savoir contre qui on se battait, puis on n'est pas capable de le voir. Fait que là, les théories qui étaient avancées par le gouvernement, c'était que c'était des communistes, c'était que c'était les ouvriers, c'est que c'était les journalistes, justement. Donc, ils ont cherché plein de coupables. Mais finalement, dans son rapport, le chef de la police de Paris, je vous le lis parce que je fais ce genre de citation-là en classe d'habitude. Là. Donc, le préfet de police, Claude Mangin, mon Dieu, excusez-moi, va faire dans son rapport de police, donc il va dire ce sont des ouvriers saisonniers sans passé ni tradition révolutionnaire. C'est une masse facilement entraînée par les étudiants et les meneurs politiques. Ah, les méchants étudiants. J'étais en 2012 à l'UQAM, donc le printemps étudiant et compagnie. Je connais ça, c'est pour ça que je me permets de faire de l'ironie là-dessus. Mais donc, le préfet de police va dire c'est des gens non qualifiés, c'est des ouvriers, c'est des gens qui arrivent de la campagne, qui sont pas stables, qui n'ont pas de travail, et ils vont se laisser encourager par des meneurs, soit des étudiants, soit des politiciens, soit des journalistes, qui les ont menés à se révolter. Et c'est pas forcément faux, hein. On voit que les meneurs finalement du mouvement, ce sont des bourgeois journalistes qui vont récupérer cette grogne populaire-là, parce que les gens sont fâchés des conditions de vie dans lesquelles ils sont. Donc cette révolution de juillet-là va vraiment éclater. Ensuite, elle va être reprise par les journalistes. On va voir apparaître d'ailleurs là, le slogan Vive la liberté, abat les Bourbons. Les Bourbons, c'est pas l'alcool pour ceux qui boivent du Bourbon, vous êtes fancy. Non, c'est la famille des Bourbons. C'est une des branches de la royauté française, tout simplement. Donc, les insurgés vont le traditionnel, d'ailleurs, Victoriaville, vous connaissez ça, lancer des roches, excusez le choc post-traumatique, là, je sais que c'est peut-être loin dans le passé, 2012 pour vous, je ne sais pas si vous étiez actif au secondaire, là, mais Victoriaville, ça avait brassé pas mal, c'est là où il y avait eu plus de blessés, je pense, quand on avait été là. C'est poigner des roches, les garrocher sur les policiers, des briques et tout ce qu'on peut lancer. Et ben, la réponse, elle est la même de tout temps. Les policiers sont beaucoup mieux équipés, donc c'est beaucoup plus violent en retour. Et au lieu d'avoir une bande de gens qui sont pas organisés, qui savent pas ce qu'ils font, en parenthèse, à part juste manifester leur colère, ben là, les journalistes vont prendre la relève et vont organiser le tout. Quand je dis les journalistes, c'est quelques journalistes qu'on est capable de retracer, mais c'est pas ces gens-là qui sont les meneurs. C'est le mouvement ouvrier aussi est en arrière. Là, je rentre pas dans les détails parce que sinon c'est interminable pour vous, là.
mais dans mes lectures, là, ça disait les ouvriers de telle usine sont allés à tel poste de police, ils ont pris possession du poste de police en temps de 24 heures. Ensuite, tel ouvrier de telle usine sont allés dans tel quartier pour aider les étudiants à prendre possession de tel bâtiment et compagnie. Fait que c'est généralisé, là. C'est vraiment c'est une guerre civile, là. Ça se bataille dans les rues et il y a des morts, il y a des blessés. Mais là, l'analyse des historiens par la suite, on met l'organisation, tout ça, sur le dos, entre parenthèses, de certains journalistes. Ce que j'ai trouvé intéressant avec le tableau que je vous ai mis en dessous, que j'ai trouvé sur Internet, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vraiment des versions différentes des mêmes événements. Donc, d'un côté, la version donc, de Louis Blanc qui est du côté de Charles X, et de l'autre côté, on a Alfred de Vigny qui est du côté des manifestants, du côté des gens qui se battent. Donc, c'est drôle d'avoir les deux versions d'un même fait. C'est toujours, je vous l'ai dit tout à l'heure, une question de point de vue. Pourquoi nos journalistes, pourquoi je les précise, ces journalistes-là, je vais vous citer aussi un extrait donc, qui est paru dans le National. Les journalistes sont un peu baveux, ils ont fait imprimer ça et ils l'ont placardé un peu partout dans Paris. Donc, c'est pour ça qu'on leur met un peu ça aussi sur le dos. Ils ont pris part activement à cette révolte. Je vous fais la citation. « Charles X ne peut plus rentrer dans Paris. Il a fait couler le sang du peuple. La République nous exposerait à d'affreuses divisions. Elle nous brouillerait avec l'Europe. Le duc d'Orléans est un prince dévoué à la cause de la Révolution. Le duc d'Orléans ne s'est jamais battu contre nous. Le duc d'Orléans a porté au feu les couleurs tricolores. Le duc d'Orléans peut seul les porter encore. Nous n'en voulons pas d'autres. Le duc d'Orléans s'est prononcé. Il accepte la charte comme nous l'avons toujours voulu et entendu. C'est du peuple français qu'il tiendra sa couronne. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette belle citation-là? Il n'y a plus personne qui parle comme ça de nos jours. Ça veut dire, en fait, non seulement Charles X, le roi actuel, on n'en veut plus, mais on a déjà trouvé quelqu'un pour le remplacer. Je pense que c'est son neveu ou son cousin, là, le duc d'Orléans, qui va être Louis-Philippe par la suite. Donc, la charte, c'est tout simplement des points politiques que la population, les bourgeois ici, là, vu que c'est les meneurs, veulent faire accepter, donc libéralisme économique, capitalisme économique, chose que Charles X, lui, était plus un conservateur avec la noblesse de terre, voulait moins. Mais là, le duc d'Orléans, il se dit, si on met le duc d'Orléans sur le trône, qui devient roi, il n'y aura pas le choix de nous dire oui, il sait qu'on l'a mis là, on va pouvoir aussi lui faire peur en lui disant qu'on va le tasser lui aussi. Et ça va très bien fonctionner par la même occasion. Donc, c'est un petit peu structuré leur programme politique, mais ils utilisent la grogne populaire pour se rendre à leur fin. Ça va se conclure tout ça, donc avec un geste emblématique. Non, ce n'est pas une représentation homosexuelle avant l'heure. On y reviendra au mouvement pour la diversité sexuelle. C'est une accolade amicale entre Lafayette et Louis-Philippe, donc le fameux duc d'Orléans. Lafayette à gauche et Louis-Philippe à droite. Pourquoi ces deux personnes-là? Je vous montre cette caricature-là, en fait. Si vous vous en souvenez, dans votre cours d'histoire civilisation occidentale, je vous avais parlé de Lafayette, pour ceux qui étaient avec moi. Je ne sais pas si Boris a fait autant. Mais Lafayette est un Français qui est allé se battre pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis. Et il est revenu en France, puis il s'est battu pour la République. Donc, mettre fin à Napoléon, entre autres, et compagnie. Donc, c'est un républicain. Il ne veut pas de roi, normalement, Lafayette. Il veut que le pouvoir soit au peuple. C'est pour ça qu'il s'est battu toute sa vie. Mais là, on a Louis-Philippe qui a été porté par le peuple au pouvoir. Et Lafayette va, en tant que héros, en tant que représentant du peuple, va s'entretenir avec lui et va faire des concessions. Il va y avoir des concessions des deux bords. Et ils vont en arriver à une entente en disant « Ok, on accepte que tu deviennes roi si tu mets le bien du peuple en premier lieu avant tes intérêts personnels. » Et comment ils vont officialiser la chose? Oui, il va y avoir un contrat, oui, il va y avoir des signatures, mais ils vont aussi sortir sur le balcon du palais et ils vont se faire une accolade avec le drapeau tricolore de la France pour montrer au peuple que le républicain Lafayette est le nouveau roi à venir, le duc d'Orléans Louis-Philippe.
se sont entendus et sont amis. C'est un geste symbolique. Et c'est pas pour rien que je vous le nomme. C'est vraiment ce geste-là qui va apaiser la foule. Comme quoi, le comportement des humains ne change pas beaucoup. Ils vont dire, ah, ok, Lafayette est d'accord avec... Pas tout le monde, là, mais... Ah, ok, Lafayette est d'accord avec ça. Ok, ça veut dire qu'il y a une entente. On va attendre de voir ce qui se passe. Et là, les révoltes qui étaient à feu et à sang au sens littéral, là, depuis 3 jours, vont se calmer. Donc, un petit point tournant quand même à ce moment-là. Ça va se concrétiser comment? Donc, cette deuxième révolution française-là, ça va se concrétiser avec le nouveau roi, qui va être donc le duc d'Orléans va devenir Louis-Philippe Ier. Et ce qui est important, ce qui est très important, c'est que c'est une monarchie parlementaire, c'était déjà le cas avant, mais là, on n'a plus le roi de France. On n'a plus la référence au roi de France qui date depuis Clovis, depuis la formation de la France moderne au Moyen Âge, entre parenthèses. Là, on a le roi des Français. Donc, le mandat du roi des Français, c'est pas mettre la France en priorité. C'est pas les guerres, c'est pas le prestige international de la France. C'est le peuple, c'est les Français et les Françaises qui sont supposés être le point central de son administration. Au début, Louis-Philippe va le faire. Le problème, c'est que comme n'importe quelle personne que tu mets en position de pouvoir, généralement, ces gens-là, ils prennent goût. Il y a quelques exceptions dans l'histoire, mais c'est rare. Les gens, ils prennent goût et il va par la suite dériver vers du totalitarisme encore. Là. Mais pour l'instant, au début, il va faire sa job comme il est supposé. Il va mettre les intérêts de la population en premier. Comment il va faire ça? Il va le faire donc en gérant la crise économique. Là, je vous l'ai dit, hein, il y a un petit peu plus de texte et de notes comme ça que je vous écris. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à faire pause dans la vidéo si vous avez besoin pour prendre des notes. Mais là, il y en a beaucoup. Ça va aller jusqu'à notre premier bloc là, sur le syndicalisme. Après, je risque de diminuer tranquillement le nombre de mots à l'écran. Mais on va y aller progressivement ensemble. Donc, en France, on est dans une situation de crise économique. Excusez-moi pour le petit son d'ordinateur, je pense avoir tout désactivé mes alertes. De crise économique. Et on est vraiment là en 1831, donc la crise atteint son paroxysme. On a des chômeurs qui sont, écoutez, quand tu n'as plus de nourriture, quand tu n'as plus de domicile, quand tu n'as plus rien à perdre, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est tenter ta chance. Donc, il va y avoir des pillages. C'est pas juste des menaces. Là, ça va commencer avec des menaces, mais il va y avoir des pillages. Il va y avoir des soulèvements. Malgré le fait là, que Louis-Philippe essaye de rétablir les choses. Il va y avoir aussi une grande mortalité infantile pendant cette période-là, parce que quand on n'a pas les moyens de se nourrir, malheureusement, on n'a pas le moyen de nourrir les enfants non plus. C'est absolument atroce, mais c'est la réalité malheureusement à l'époque. On n'est pas à l'abri de ça de nos jours non plus. Comment il va essayer de rétablir la situation? Il va vraiment donc essayer de faire une association entre les affaires publiques et la bourgeoisie industrielle et financière. C'est vraiment là, puis c'est pour ça que je vous en parle, c'est dans la thématique du cours, là, on voit vraiment là, une prise de possession du pouvoir par les bourgeois. Autant avec Charles X, on avait un roi qui était vraiment très conservateur, autant Louis-Philippe va aider la bourgeoisie à prendre le pouvoir, à tasser les derniers députés vraiment ultra royalistes là, qui voulaient l'ordre ancien. Et à partir de ces époques-là, on a vraiment des bourgeois à la tête de l'État, c'est-à-dire que ils sont la classe dominante établie dans la société française à l'époque. Donc, ils vont faire ça comment? Ils vont faire 5 millions de crédits pour des travaux publics. Ça, vous l'avez probablement vu dans votre histoire de Québec-Cannes en secondaire 4, après les problèmes des deux guerres mondiales, hein, quand il y avait des problèmes de travail. On a fait des travaux publics pour redonner de la job, donner un salaire et donner de la bouffe aux gens. Ben, c'est la même chose. Et regardez la petite citation qui nous vient de Louis-Philippe lui-même. Les routes sont la mort au ras de la guerre civile.
c'est-à-dire en d'autres mots tout simplement, hein, si je donne du travail aux gens pour qu'ils fabriquent des routes, ben ils sont occupés à travailler, ils ont un petit salaire, mais au moins ils ont un salaire, ils sont capables de se nourrir, ils vont pas se soulever et il n'y aura pas une autre guerre civile encore pendant mon règne. Donc c'est un petit peu sournois et un petit peu pas morbide là, mais négatif comme façon de voir la situation, mais c'est pragmatique en même temps, donc c'est vraiment ça qu'il menace, là, une autre guerre civile. Il va également, donc avec la misère qui se développe, il va par la même occasion aller encore plus loin, donc avec un prêt aux entreprises en difficulté. Plus ça change, plus c'est pareil. Hein. On aide un peu la population, mais on aide surtout les entreprises. On a juste à voir le financement pendant le COVID. Je ne fais pas encore de parallèle avec ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, avec les faillites et la montée du chômage, hein, l'État va faire des prêts aux entreprises, des emprunts. Au début, ils avaient proposé 5-10 millions. Ils vont dire finalement, oh non, on va monter jusqu'à 60 millions. Mais les chiffres réels donc, qui ont été analysés par la suite par les historiens, c'est 30 millions de subventions. Et c'est qui va bénéficier? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus ça change, plus c'est pareil. C'est qui bénéficie des avantages de connaître le roi? Ben, c'est des bourgeois qui sont pro-Louis-Philippe. C'est les amis du parti. Est-ce que ça vous dit quelque chose avec le Parti libéral québécois? Que les scandales qu'on a eu les dernières années. J'ai un problème de stockage. Donc, excusez-moi, problème technique, l'enregistrement de l'ordinateur a coupé. Donc, je repars. Les investissements qui ont été faits, donc, ont été faits pour les amis du pouvoir. C'est toujours pareil, ça ne change pas. C'était déjà ça à l'époque. Je continue donc avec le choléra. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure du choléra. C'est vraiment quelque chose qui hante les esprits parce que ça va pas bien à cette époque-là. On a une deuxième vague de choléra qui suit la première. Et ça crée vraiment une panique phénoménale parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en fait pour causer ça. Et c'est un petit peu, hein, je vous ai dit, c'était dans l'ère du temps à Villermé tout à l'heure, c'est pour ça qu'on voit apparaître les mesures d'hygiène à cette époque-là parce qu'on a des populations dans les villes qu'on n'avait jamais eu avant en Europe, attention, hein, on avait eu ça ailleurs dans le monde, mais pas en Europe. Donc, les gens vont vraiment battre triper en bon québécois sur le choléra et ça va obliger les autorités à agir. Pourquoi? Ben, par exemple, on a la révolte des chiffonniers. Oui, les chiffonniers, c'est les gens qui fabriquent des chiffons. C'était un travail à l'époque. Et ils vont faire des émeutes, tout simplement, une fois de plus. Et c'est à cause de ça que le gouvernement va finir par réagir et instaurer donc des mesures d'hygiène publique qui vont par la suite donc mener à la fin de cette crise du choléra-là. Donc, une fois que ça va mal, on a quand même des périodes d'accalmie. Hein, généralement, ça fait toujours ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Eh bien, les choses se placent tranquillement, donc, pendant quelques années après le début du règne de Louis-Philippe, et on a une période, donc, de stabilité économique. Stabilité économique, les gens sont capables de recommencer à travailler, sont capables de recommencer à se nourrir, et donc, ça amène une certaine stabilité politique. Par la même occasion, ça vient avec. Donc, c'est quand même assez court, hein, 1835-1837, comme vous le voyez, mais ça fait du bien quand même après toutes ces révoltes-là. On ne peut pas passer à côté. J'en présente... Oh, je remarque que je ne vous ai pas remis en plein écran. La joie de l'informatique. Donc, j'en profite pour vous présenter Adolphe Thiers, qui est le ministre de Louis-Philippe. C'est vraiment un personnage clé dans ce gouvernement-là. Pourquoi? Mais parce qu'il va vraiment s'assurer que la bourgeoisie, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui prenait sa place, elle soit ancrée dans le nouveau régime de Louis-Philippe. J'avais des extraits vidéo là, où il vous montrait là, des mines ou bien des industries où les gens travaillaient et le propriétaire de l'usine avait vraiment un terrain, c'était l'équivalent d'une ville, le terrain d'une ville au grand complet qui appartenait à ce bourgeois-là. Et il avait construit son usine et à côté il avait construit des maisons et les travailleurs qui travaillaient dans l'usine vivaient dans les maisons.
Et il y avait des règles de vie, évidemment, qui venaient avec ça. Il fallait être marié pour avoir accès à une maison dans ce quartier-là et tout ça. Là, vous allez dire, pourquoi être marié, ça change quoi? Eh bien, croyez-le ou non, ça allait très loin, la bourgeoisie à l'époque. Ils se disaient, si on oblige les gens à se marier, ils vont avoir des enfants. S'ils ont des enfants, on va avoir de la main-d'œuvre pour les années à venir. C'est aussi sale que ça, et oui. Donc, ils s'assuraient par cette obligation-là. Soit tu dors dans la rue, soit tu dors dans une maison, tu as plus le coup de dormir dans une maison. Donc, pour ça, il faut être marié. Les gens vont se marier, ils vont avoir des enfants parce qu'il n'y a pas de contraception aujourd'hui comme on en a. Ils vont faire des enfants, ce qui va assurer en fait au patronat, aux bourgeois, le fait d'avoir de la main-d'œuvre pour les générations à venir. C'est aussi logique que ça. Donc, Adolphe Thiers va aider ce mouvement-là, va donner des privilèges à la bourgeoisie, va donner des privilèges à ses amis, évidemment. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. C'est pas nouveau. Je vous donne deux exemples donc sur cette diapositive-là. Les paquebots à vapeur, c'est vraiment donc le début du commerce avec l'Amérique du Nord de façon avec les bateaux à vapeur. Là, le commerce existait déjà, mais de façon à vapeur. C'est des lignes, ce qu'on appelle des lignes transatlantiques. Donc, son ami, un de ses amis, je me souviens plus du nom, peu importe, a des bateaux, il veut faire du commerce avec l'Amérique du Nord. Ben, Thiers va dire on subventionne tes bateaux pour la construction des bateaux pour que tu puisses le faire et tu nous rembourseras peut-être éventuellement en échange de quoi tu m'en dois une. Vous savez comment ça marche dans la vie, malheureusement, les humains, ça fonctionne un peu comme ça tout le temps. Et le deuxième exemple, chemin de fer, accordant donc des prêts et des garanties à des gens qui voulaient construire les chemins de fer en France. C'était aussi quand même utile pour la société en général. Il va aller un peu plus loin que ça, donc il va renouveler les privilèges de la Banque de France, ses amis banquiers, et il va faire voter des lois aussi en faveur de la haute bourgeoisie, parce qu'il est le bras droit, le deuxième de Louis-Philippe, et concrètement c'est un peu plus lui qui gère la politique du pays que le roi. Généralement, le roi est occupé à d'autres choses. Oui, il y a des rois qui s'en occupent, il y a des rois qui font ça sérieusement, mais il y a des rois qui sont moins investis dans la politique de leur pays. Face à ça, face à cette classe dominante montante-là, on a l'apparition d'un nouveau terme, le paupérisme. Malheureusement, le paupérisme, c'est l'autre extrême. Donc, je vous le lis pendant que vous le notez. L'incapacité d'accéder à une nourriture, à de l'eau potable, aux vêtements, à un logement, l'incapacité à la satisfaction de ses besoins de base jugés comme indispensables à la vie décente d'un être humain. Donc, on a d'un côté les bourgeois, le patronat qui s'installe et qui vit dans une splendeur phénoménale. Je vous ai donné l'exemple du Golden Square Miles à Montréal. Et on a l'apparition à la même époque de ce terme de paupérisme-là en France. Donc, quand tu n'es même pas capable de te nourrir, de te loger et de t'habiller, ça va pas bien. Le paupérisme, c'est pas quand c'est une famille qui vit cette situation-là, c'est quand c'est quelque chose de généralisé, quand c'est quelque chose qu'on retrouve à grande échelle. Donc, ça va pas bien à l'époque. La situation, c'est celle-là, malheureusement, en France. Donc, quelques petits chiffres. Les congrégations religieuses, parce qu'avant ça, c'était la religion qui venait en aide aux pauvres. Mais là, depuis la Révolution française, on avait séparé la religion et l'État. En fait, rendu ça laïque, excusez-moi, je cherchais mon terme. On a rendu ça laïque avec la Révolution française. Les congrégations religieuses qui, normalement, auraient pris en charge ces pauvres-là n'existaient plus ou n'étaient plus actives comme elles avaient pu l'être avant parce que on leur avait dit de prendre leur trou littéralement en français. Donc, il n'y avait plus personne pour gérer ce genre de problème-là. Un autre problème, c'est les salaires, je vous l'avais dit, donc 20 francs par jour, aucun congé, 250 000 mendiants et 3 millions de Français qui sont inscrits dans les bureaux de bienfaisance. C'est tout simplement là, des bureaux où on demande de l'aide des soupes populaires. Regardez la situation sur la caricature, vous comprenez pourquoi. Va se rajouter à ça en 1846 une très mauvaise récolte. C'est la faute de personne. C'est la situation comme elle est, mais ça fait en sorte que c'est très difficile à vivre. C'est-à-dire que non seulement les gens avaient de la misère à se nourrir, mais là en plus, le peu de grains qui étaient achetés, il n'y en a plus de grains, donc c'est vraiment la famine.
Et là, j'espère que vous n'avez jamais vécu la faim, mais c'est quelque chose d'absolument atroce. Il y a des bonnes personnes qui font des choses absolument incroyables à cause de la faim. C'est quand même un besoin de base, là. Pour survivre, on n'a pas le choix, il faut manger, il faut boire. Donc, c'est des conditions absolument atroces. Ça va empirer la situation encore davantage si c'était nécessaire. Ça va vraiment mener à un débordement. Un débordement qui n'est pas prévu, qui n'est pas compris par Louis-Philippe et par Adolphe Thiers, par les dirigeants, parce que ils vont comme être surpris de ce qui se passe, alors que le pays au complet est en ébullition à cause de la crise de famine. Euh, on va se le dire clairement, donc c'est 1848, la Deuxième République. Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est une révolution populaire, encore un autre soulèvement euh, qui, euh, qui est justifié cette fois-là par la volonté du suffrage universel. Je reviens sur le concept du suffrage universel. Vous l'avez vu normalement plusieurs fois. Suffrage universel, attention, masculin à l'époque. Donc c'est le droit de vote tout simplement. Le droit de vote pour les hommes. Pourquoi? Ben parce que c'était une des demandes de la première Révolution française en 1789, mais c'est quelque chose qui avait été perdu par la suite avec Napoléon et le retour de la monarchie. Là, on veut revenir à un suffrage universel. Pourquoi? Ben parce qu'on a fait une révolte, on a fait les Trois Glorieuses, on a mis un roi qui était le roi des Français, qui était supposé prendre soin de la population. Et encore une fois, le roi et les riches se vautrent dans l'opulence pendant que la population meurt de faim littéralement. Donc là, c'en est assez. On veut vraiment tomber à une république. On veut mettre fin au roi. Et ça va vraiment se concrétiser dans le printemps des peuples. Je vais en parler plusieurs fois du printemps des peuples dans différents contextes parce qu'on va voyager d'un pays à l'autre. Mais c'est vraiment c'est une très grande envergure, le printemps des peuples. C'est toute l'Europe, en fait, qui va s'embraser suite à du mécontentement populaire à cause principalement donc, de ces classes ouvrières qui sont devenues majoritaires dans les villes et qui vivent dans des conditions atroces. Donc, le 24 février 1848, on demande vraiment l'émancipation sociale. On ne veut plus être des sous-humains, on veut devenir des humains qui prennent part à la société. On veut aussi le pays de la France. Hein, regardez, unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Donc c'est vraiment la République française ici. C'est le début de la montée du nationalisme. Je le mentionne ici, j'en parlerai pas beaucoup dans le cours ici parce que c'est pas ça la thématique, mais les nationalistes qui ont les nationalités à cœur, c'est vraiment ce qui va amener les conflits de la Deuxième Guerre mondiale, là, les conflits entre la France et l'Allemagne, et ensuite le jeu d'alliance qui va mener jusqu'à la Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est là que ça s'installe au courant du 19e siècle. On a également donc le suffrage universel masculin, je l'ai dit tout à l'heure, l'abolition de la peine de mort, hein, quand même, c'est pas rien, et la fin de l'esclavage dans les colonies. Ça aussi, c'est pas rien. La conscience s'éveille à ce moment-là. Là, je le mentionne seulement, mais on va en reparler quand on parlera d'esclavagisme et de colonialisme. J'en reparlerai de ces thématiques-là, donc pour l'instant, je fais juste passer dessus, pas plus en détail que ça. Notre deuxième république donc va nous amener, excusez-moi, j'essaie de ne pas vous donner mal au cœur en faisant des allers-retours comme ça. Le printemps des peuples va vraiment là, être un soulèvement généralisé. On a vraiment la proclamation de la deuxième république de France. C'est, comme je vous disais, ça avait des répercussions partout. En France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Roumanie, en Pologne. Il y a à peu près juste l'Empire russe qui va s'en sauver de ce printemps des peuples-là. Dans la plupart des cas, la quasi-totalité des cas, ça va être écrasé dans le sang, donc les monarques vont prendre les grands moyens. Mais la France va proclamer la Deuxième République et ça va vraiment permettre donc à notre mouvement syndical de s'installer après plusieurs décennies de bataille. Là, je reviens un petit peu en arrière au niveau chronologique
mais encore une fois, c'est pour placer les choses, mais vraiment au niveau syndical cette fois-là, le mouvement syndicaliste français. Donc, le mouvement part vraiment de la création de la classe ouvrière, j'en reviens pas là-dessus avec la révolution industrielle, mais les demandes principales, ce sont des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions, en fait, interdire le travail des enfants et encadrer le travail des femmes. Pourquoi? Parce que c'est des conditions de vie qui sont difficiles. La bataille, elle a été longue et elle a été pénible pour les syndicats français, donc je vous le montre, on remonte vraiment loin là, dans le temps, 1539. C'est pas une lutte qui date de la période qu'on étudie. Regardez l'accoutrement du roi François Ier en bas. C'est pas moderne, mettons. Donc, il va interdire l'assemblée des maîtres et compagnons et serviteurs. Donc, déjà, à cette époque-là, on va prendre des mesures contre les travailleurs. Ça date de longue date. Je fais juste un survol de ces affaires-là. 1791, la loi Chapelier. La loi Chapelier va un peu plus loin. Donc, interdiction de rassemblement. Là, je vous le lis, c'est à l'écran, mais je vous le lis quand même. Les citoyens de même État ou d'une même profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, ne nommer ni président, ni secrétaire, ni syndic, tenir des registres, prendre des arrêts ou délibérations, former des règlements sur leur prétendu intérêt commun. Juste le terme prétendu intérêt commun, c'est très hautain comme formule. Mais là, c'est très clair. Là, on est à Révolution française, on a une classe ouvrière qui est existante et qui est forte. Et là, on vient casser complètement. Le droit de réunion est interdit. Ils peuvent se jaser de la vie de tous les jours, mais ils n'ont pas le droit de se rassembler pour se battre et obtenir des meilleures conditions de vie. Donc, interdit par la loi. Encore une fois, ils vont le faire pareil, mais c'est très dangereux. Beaucoup d'arrestations, c'est clandestin, c'est la nuit et tout ça. Mais les ouvriers vont s'organiser pareil. Il ne faut pas croire qu'ils se laissent faire pour autant. On continue notre périple à travers le temps. 1811, le mouvement ludiste. Le mouvement ludiste, je vais en reparler quand je parlerai de l'Angleterre plus précisément parce que ça émane de là. En fait, c'est un mouvement qui, dans les premiers temps de l'industrialisation, va vraiment briser des machines. C'est-à-dire qu'ils vont dire, on est des travailleurs du textile, on est des travailleurs de peu importe quoi. Vous avez amené des machines et on est 9 sur 10 à avoir perdu notre job à cause de la machine. La faute de notre perte de job, c'est la machine. C'est pas le boss, c'est la machine. Donc, ils vont détruire la machine pour récupérer leur job. C'est un petit peu arrêté comme façon de penser, en croyant que si on détruit la machine, on va récupérer notre job. Mais c'est un mouvement qui va exister dans les débuts des mouvements ouvriers. Là. C'est vraiment les premières représentations, les premières grèves d'une certaine façon là, du mouvement ouvrier. Et on va avoir ce genre de phénomène-là également en France. Ça va être présent aussi sur le continent. Il y a les canuts. Ici, je fais une petite pause pour vous dire les canuts, c'est excessivement important. Je ne peux pas être plus précis que ça. C'est excessivement important. Non pas que vous alliez écouter les canuts pour l'information sur les canuts. Oui, écoutez l'information, c'est pertinent. Ça fait partie des choses que vous devez savoir. Mais les canuts, en fait, ce sont des travailleurs en France, des travailleurs du textile, qui vont se révolter parce qu'ils vivent dans des conditions effroyables à Lyon. Encore une fois, je vous le dis pas parce que ça le dit dans la vidéo. Pourquoi le vidéo est excessivement important? C'est parce que, je ne sais pas pourquoi les mains aident à mettre l'emphase, parce que c'est ce que je vous demande de faire. Quand je vous parlais des oraux là, dans le Teams en présentiel, je vous ai dit je vais vouloir des oraux de 8 à 12 minutes, idéalement plus 8-10 parce que vous êtes nombreux cette session-ci. Vous allez me présenter votre sujet, je vous ai parlé des images avec votre voix par-dessus. Ça dure 12 minutes. C'est exactement ça que je vous demande pour l'oral 1 et l'oral 2. Vous pouvez par la même occasion vous rendre compte des erreurs techniques qui peuvent être faites. La fille qui parle à un moment donné très proche du micro, on l'entend très fort. Ensuite, on l'entend comme vraiment à distance. On ne sait pas trop pourquoi. C'est pour ça que je suis assis d'ailleurs pour garder une distance constante face au micro et à la caméra.
ça c'est des détails techniques à la rigueur, c'est pas important, mais la formule, la présentation des images avec le voice-over, la narration par-dessus, c'est vraiment ça que je vous demande de faire comme exercice pour les oraux. Je me répète, les oraux, c'est un travail préliminaire. Oui, je veux que vous le fassiez, oui, c'est noté, oui, il faut le faire, mais c'est pour me présenter une recherche préliminaire sur votre sujet de votre rédaction de travail. Donc, vous me présentez l'état de vos connaissances à ce moment-là. Je ne m'attends pas que ce soit autant sur la coche que votre travail écrit par la suite, mais je veux m'assurer que vous avez commencé votre travail et que vous avez une bonne compréhension de votre sujet, un bon angle d'approche pour votre sujet par la même occasion. Et ça va permettre aussi de diversifier un peu pas juste moi qui vous parle tout le temps comme ça, diversifier les intervenants, puis ça vous fait découvrir des nouveaux sujets par la même occasion en fonction de vos intérêts personnels à tous et chacun. Donc, portez attention à cette vidéo-là, allez dans le prédit, cliquez sur le lien, c'est sur YouTube, vous y avez accès, c'est certain. Je continue, je vous laisse aller l'écouter la vidéo sur les canuts. On est rendu en 1833, donc loi interdisant le travail des enfants, le travail de nuit des femmes, ça c'est Villermé que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, on a, là faites pause si ça va trop vite, mais c'est des choses que j'ai déjà dites, c'est pour ça que je passe vite comme ça. On a 1848, la Deuxième République, donc ce fameux printemps des peuples. La caricature vient de royalistes qui essayent de ridiculiser la Deuxième République, mais je la trouvais divertissante, cette caricature-là. C'est la Chambre des ministres qui essaye de prendre des décisions pendant la Deuxième République. Ça a l'air que c'était un peu le foutoir. Mais ils vont quand même faire des avancées sociales pour vrai, cette Deuxième République-là. Donc, droit au travail, pas de discrimination en fonction de ses origines pour le travail. Droit d'association pour les ouvriers, donc droit d'une certaine façon pour les syndicats d'être constitués. Et réduire la journée de travail, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Réduction à 12 heures par jour maximum au lieu de 16-17, c'est quand même un gain non négligeable. Un autre problème technique, la caméra qui manque de batterie. I will conquer, on va se rendre, on va finir. Donc, fin pour 48, je passe à d'autres choses tout de suite. 1864, la loi Olivier. Donc, ça abolit, là, on est vraiment à partir du retour de la Deuxième Guerre mondiale, là, sur du bon côté de la pente. Donc, abolit le délit de coalition et reconnaît le droit de grève. C'est un très bon pas pour les ouvriers. Hein, ça oblige les patrons à prendre en considération le poids du travail des ouvriers. Deuxième Guerre mondiale, 1864, excusez-moi, je suis perdu, je repars à brûle pour point, puis je suis perdu, je suis pas dans le bon siècle, il n'y a pas eu de guerre à ce moment-là encore, mais c'est quand même un bon point pour vrai pour les ouvriers. 1884, loi Waldeck-Rousseau, le droit d'union, c'est vraiment donc 1884. S'il y avait une date à retenir, ce serait 1884 en France, vraiment, là, officiellement, les syndicats ont le droit d'exister, ont le droit d'exercer la représentation du droit des ouvriers. Donc vraiment une date clé à ce moment-là. Ça n'arrête pas pour autant. Donc à 1895, création de la CGT, la Confédération Générale du Travail, ça reste le plus grand syndicat français. Pas mal jusqu'à nos jours, en fait, hein, ça reste le mouvement le plus massif au niveau des syndicats. Ça le dit général, ça veut vraiment regrouper tous les ouvriers de tous les secteurs. Et c'est ça la grosse force de la CGT. C'est-à-dire que si la CGT décide de partir en grève, mais c'est à peu près tous les secteurs ouvriers qui sont touchés en France, de toutes les manufactures, de toutes les provinces du pays. Donc, ça donne un poids très, très, très significatif pour les ouvriers de ce côté-là. On continue notre périple avec 1906, la charte d'Amiens. La charte d'Amiens, donc, qui reconnaît la lutte des classes. Hein. La lutte des classes, on va en parler avec le communisme et le syndicalisme, le socialisme la semaine prochaine, ou l'autre d'après, je ne me souviens plus. Ce syndicat-là, donc, le syndicalisme de la CGT à Amiens se donne vraiment un objectif précis, défendre les revendications immédiates et quotidiennes des travailleurs, mais également donc la lutte pour l'expropriation, des capitalistes et du capitalisme dans la société.
ça a le mérite d'être clair. Ils veulent donc le socialisme ou certains d'entre eux le communisme. Ils veulent vraiment changer la société concrètement. Et c'est un syndicat qui se donne cette mission-là. Donc c'est quand même assez avant-gardiste au niveau politique pour l'époque. L'exigence que la CGT se donne par la même occasion avec la charte d'Amiens, c'est l'indépendance face aux partis politiques et à l'État. Les syndicats ne doivent représenter que l'intérêt des travailleurs, aucun des autres. Il va y avoir une catastrophe qui va aider malheureusement aider les syndicats. C'est la catastrophe de Courrières. Le lien, je ne sais pas pourquoi, l'INA, c'est des archives nationales françaises. Quand j'ai préparé le cours et ce matin, ça fonctionnait bien. Là, j'essaie de vous montrer l'extrait vidéo, j'ai vérifié juste avant, puis ça ne fonctionne pas. Essayez de recliquer sur le lien, c'est 2-3 minutes. C'est des témoignages d'enfants mineurs qui étaient là et qui ont vécu la catastrophe. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 3 mines qui étaient reliées par des puits d'aération. Et dans une des mines, il y a eu une explosion parce que quand on creuse sous terre, il y a des gaz qui s'accumulent. Et les 3 mines, il y en a 2 plus particulièrement touchées, mais les 3 mines ont explosé, ça a été des milliers de morts. Les témoins parlent d'avoir vu des chevaux, des buggy, puis des corps d'hommes revolés à des dizaines de mètres dans les airs quand la déflagration elle est sortie par le puits de la mine. C'est vraiment un enfer, là, cette catastrophe-là. J'y passe pas plus de temps que ça parce que malheureusement, il y a d'autres catastrophes aussi tout au long de l'histoire de l'industrie minière. Mais en France, ça va vraiment être un tournant dans l'opinion publique, cette catastrophe-là, parce qu'elle va être médiatisée et beaucoup médiatisée et elle va faire les manchettes. Il y a même un film qui a été fait sur cette tragédie-là. Donc, Courrières, un petit point à retenir. 1917, la révolution bolchevique, je la mentionne ici. Je passe pas de temps de plus que ça parce que je vais en reparler en détail dans le cours où on abordera la Russie. Mais c'est juste pour mentionner aussi que dans le syndicalisme français, cette révolution bolchevique-là, elle ouvre une autre option pour les travailleurs et pour les politiciens. Donc, ça a une influence sur le combat syndical qui va redoubler d'ardeur en disant, regardez, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, nous les travailleurs, on va peut-être faire la révolution comme en Russie ils ont fait. Donc ça fait peur aux dirigeants parce que on leur verra, là, ça n'a pas bien fini pour la classe dirigeante russe. 1919, la CGT exige donc la journée de 8 heures. Regardez, 1919, là, ça fait 100 ans à peine. Journée de 8 heures de travail. Et on a plusieurs nouveaux syndicats qui se créent. La CFTC qui est la même chose mais au niveau des chrétiens, un syndicat pour les ouvriers, la CGTU qui est la même chose que la CGT mais communiste. Donc on a vraiment une explosion du mouvement syndical à ce moment-là, au retour de la Première Guerre mondiale. J'ai pas parlé de la Première Guerre mondiale parce que en gros c'est un arrêt à peu près complet du syndicalisme. Tout le monde est parti à la guerre. On a ce retour après la guerre, mais il va être bloqué rapidement pendant le crash boursier, parce que les gens n'ont rien pour se nourrir pendant le crash boursier de l'entre-deux-guerres. Ils n'ont pas de travail, donc ils ne sont pas représentés syndicalement, et ils n'ont pas le temps de se battre pour des meilleures conditions de travail. Il faut qu'ils trouvent de la nourriture. C'est une situation très difficile. Et la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, là, je viens de balayer la moitié d'un siècle au complet en quelques instants. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tous les hommes sont partis au travail. Les femmes travaillent dans les usines, mais les femmes travaillent, elles n'ont pas le temps, elles font l'effort de guerre, elles n'ont pas le temps de faire des grèves ou de faire des revendications, contrairement au Québec et au Canada, où là, c'était un bon moment pour faire des revendications parce que la guerre n'était pas sur notre sol ici. En France, ils se battent contre l'armée allemande face à face, donc ils n'ont pas le temps de faire ce genre de démarche-là. Je continue mon périple. Le front, oui, excusez-moi, avant important, une autre avancée, là, en 1936. Excusez-moi, je vais ralentir un peu le rythme, là. C'est les problèmes techniques qui me font accélérer. Je vais avoir le temps de vous dire. Je respire, j'essaie de le faire dans l'ordre. Donc, je reviens juste avant la Deuxième Guerre mondiale.
1936, le Front populaire, donc un parti politique vraiment là, qui a là, à cœur la population, va faire les accords de Matignon. Regardez, c'est des avantages quand même indéniables. Semaine de 40 heures, congés payés, assurance collective, donc tout ça officiel. Et ça va être remporté par une grève générale de la CGT et de la CGTU qui vont se réallier pour le droit des travailleurs. Donc, c'est des gains. Ensuite, on a la Deuxième Guerre mondiale et ce recul-là hein, donc du combat syndical. Et au retour de la Seconde Guerre mondiale, donc là, on va retomber dans ce qui s'était fait avant, mais on va quand même avoir une petite période d'amortissement où ça va ralentir. Pourquoi? Ben parce que l'Europe est totalement détruite. Il faut reconstruire les différents pays, dont la France évidemment. Et donc là, le mouvement syndical va changer d'orientation. Il va se diriger donc vers la lutte pour le pouvoir d'achat des ouvriers, donc augmenter les salaires, augmenter la capacité, et aussi pour changer le cadre économique, la loi là, sur les travailleurs, la façon dont la société est gérée. Donc, c'est plus le travail quotidien, mais c'est aussi donc les conditions de vie en général. 1968 est une date importante en France. C'est une espèce de printemps érable avant l'heure, mais en beaucoup plus violent et en beaucoup plus intense. Il va y avoir des grands mouvements étudiants, des grands mouvements ouvriers. Il va y avoir vraiment un retour là, de l'activisme très important à ce moment-là. Et cet activisme-là va amener plusieurs gains, mais plusieurs gains qui vont arriver avec le temps. C'est vraiment ce qu'on appelle un dernier soubresaut révolutionnaire dans l'histoire de la France, avec une remise en question de la croissance économique et du capitalisme. Un autre exemple de ça, et je finis avec cet exemple-là, c'est l'exemple de l'usine de la LIP. Donc, la LIP, c'est un acronyme, je me souviens plus ce que ça veut dire, mais tout le monde parle de la LIP, donc je le dis comme ça. C'est une usine de montres, en fait. Le gestionnaire a fait une mauvaise gestion. L'usine doit fermer. Et les employés vont décider donc tout simplement de continuer à faire rouler l'usine. Ils vont le transformer en coopérative et ça va un peu choquer d'une certaine façon le monde du commerce français parce que ça s'était jamais vu que des employés comme ça se réapproprient une usine. Le gestionnaire il s'est sauvé la nuit, il a fait ses valises, il s'est sauvé pendant une nuit. Le lendemain, les ouvriers sont arrivés, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus aucun cadre. Fait qu'ils ont fait, OK, ben nous, il nous reste au-dessus de 2000 montres, on va continuer à fabriquer les montres, on n'a pas besoin de lui. Et là, ils se sont mis à vendre les montres par eux-mêmes et à se partager les profits. J'avais fait dans mes lectures, là, ils disaient même qu'il y avait un groupe d'anarchistes à New York qui avait acheté des montres pour les encourager dans leur démarche de coopérative ouvrière. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Malheureusement, ça ne va pas durer très longtemps, ça va durer quelques mois. Pourquoi? Parce que la classe dirigeante, elle est capitaliste et elle va finir par mettre un frein à cette... ils ont peur, en fait, de ce genre de mouvement-là. Ils se disent, et si les autres se rendent compte que c'est une bonne idée, on est dans la marde. Donc, ils vont envoyer la police. Ils vont faire vider de force l'usine. Et c'est ça l'extrait vidéo donc, que vous avez ici. C'est la fin, là, quand les gens se font sortir on voit pas les images où ils se font sortir de force, mais on voit la police et tout ça qui sort les gens et c'est des témoignages sur comment ça s'est passé. Je trouve ça bien aussi de vous montrer des images d'archives, des images qui datent vraiment de quand ça s'est passé. On est rendu à des époques où il y a la caméra, on va en profiter. Donc, après ça, le mouvement ouvrier va se morceler. Ça, j'en parle pas trop ensuite. Les années 80 à nos jours, j'en parle pas trop pour la France aujourd'hui, parce qu'on va le revoir avec le mouvement en Allemagne et le mouvement au Québec. Je vais en reparler plus en détail de ça. Le cursus est pas mal le même, là. Dans les années 80, on va vraiment se tourner vers une économie qui est plus diversifiée. Les grands mouvements ouvriers vont un petit peu se morceler, vont moins être cohérents, moins être organisés. On va voir des petites entreprises plus se former et dissocier, en parenthèse, hein, séparer ces grands regroupements d'ouvriers-là parce que c'est dangereux pour les propriétaires des usines, ces grands regroupements de personnes-là. Donc, je reviendrai là-dessus plus en détail par la suite.
Je m'excuse s'il y a des petits bugs au niveau du montage. J'espère que j'ai été capable de le rattraper là, suite à mes 2 bugs techniques. C'est la magie. On s'adapte. Hein? Vous avez déjà entendu ça, je pense, ces derniers temps. Donc, j'ai essayé de faire ça un petit peu plus court cette semaine pour compenser la semaine passée. Et les semaines à venir, parce que je risque de jaser un petit peu plus, c'était un petit peu plus court aujourd'hui. Donc, merci de votre attention et on se revoit la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-moi, ça me fera très plaisir de vous répondre. Salut!